Bonjour à tous, vous écoutez Échange, une émission de Maïzo.com produite par Bob Lucassi, une présentation de Kerouin Maïzo. Yo, petit à petit, Kerouin implique Banakin. Tout à ici, tout à par là, tout à autant, dans les mille qu'on fout là. Peuple congolais. Yo, qui n'a le toza ba colocataire? Où est Ali colocataire? Qui n'a le toza ba colocataire? Où est Ali colocataire? Qui n'a le loto comme colocataire? Où est Ali colocataire? Qui n'a le toza ba colocataire? Où est Ali colocataire? Donc c'est soutenir. Il faut lutter pour une nouvelle société. Mais pour la lutter, il faut que ça ait arme, il y a vérité, il y a justice. Totika lokuta, totika hypocrisie. Mboka ezokende na pasi, mboka ezokende na sans position, ba génération na biso ezokufa, ezokende na kokufa sans position, sans solution. Mais nous vivons dans le pays un temps de confusion, d'obscurité, de désespoir. Mais nous savons qu'au plus profond de la nuit, l'aurore pointe déjà à l'horizon. Analyse sur la liste. Et regardez bien, finalement ces deux, entre guillemets, peuples-là ont commis le même crime contre l'humanité, celui de l'esclavage. C'est-à-dire que, et on voit dans le sud marocain, ceux que l'on appelle les Gnawa, très clairement, ce sont les descendants des Noirs d'Afrique subsaharienne qui ont été amenés là au Maroc pour être des esclaves. Et vous avez dans tout le monde arabe, donc il y a une tradition d'avoir, et la péninsule arabique, d'avoir déporté des Africains pour être leurs esclaves. Et vous avez la même chose chez les Européens. Donc il y a un imaginaire qui n'est pas le bon imaginaire. Et dans ce qui a été perpétré en Libye, vous avez donc les Arabes libyens et les Européens qui se sont entendus pour empêcher des jeunes d'Afrique subsaharienne de passer. Les uns ont payé les autres, ont signé des accords pour bloquer ces migrants-là. Comme si l'histoire finalement avait fait en sorte que ceux qui depuis le 7e siècle esclavagisent des Noirs et ceux qui plus tard 16e et 17e siècle l'ont fait, se sont retrouvés autour d'un projet commun. Et ce projet, il était encore une fois contre des Noirs d'Afrique subsaharienne. Mais j'ai vu, je ne sais pas si j'ai expliqué là où j'ai vu, il y a des frères nigérians qui ont mangé la chair humaine devant moi. Parce que quand on a fait les deux mois qu'on a passé au désert, il y a un endroit où on a fait plus de 3 semaines. Et là, ce monsieur, vraiment, de tous les endroits que je suis passé, lui, il n'avait pas l'intention de rigoler avec nous. Il a battu un matin ces 4 migrants parce qu'ils ont eu l'intention de fuir. Ils ont tissé le plan dans la nuit, mais tellement on est resté quelques 4-5 jours sans manger, les gars se sont dit un matin, bon, il faut qu'ils trouvent un moyen de sortir de là et partir. Pendant qu'on dormait dans la nuit, ils ont escaladé, ils sont partis. Le monsieur arrive le matin, il nous compte comme d'habitude, il constate qu'il y a 4 qui ne sont pas là. Il commence à gronder en disant, est-ce qu'ils sont où, ils sont où, vous allez donner, ils sont où. Nous on ne comprenait pas l'arabe. C'est un gars somalien qui nous dit, il est en train de dire qu'il y a 4 qui ne sont pas là. Il dit, ils étaient ici, ils étaient là, on dit non, ils étaient ici, on dit non. Même là où ils dormaient, les frères qui dorment avec eux ne peuvent plus dire qu'ils dormaient là de peur que peut-être ils reçoivent des balles. Après il a dit, ok, je vais sortir, je vais les retrouver certainement. Et il est sorti, il n'a pas tardé à les retrouver, il les a cherchés, il les a ramenés. Il les a placés devant nous et il a passé un message en arabe. Il les a abattus comme des animaux. Des 4 ils sont tombés devant nous. Après, il a refermé l'enclos, il est parti. On est resté avec les corps quelques heures après. Les gars nigériens, ils ont dit, mais attends, on ne va pas mourir de famine. Ils sont venus sur un des morts, ils ont coupé la chair au niveau des cuisses. Les gars, ils sont allés préparer avec du riz, ils ont commencé à manger. Ils nous ont dit, mais vous pouvez aussi venir manger. C'est la nourriture, on ne peut pas mourir affamé alors on a la viande avec nous. Il faut qu'on fasse comme ça pour survivre. La déshumanisation de l'être humain jusqu'au cannibalisme. C'était l'extrême. Et ça, les responsabilités, elles sont évidemment partagées. On a évoqué les chefs d'État qui tuent même les rêves et les espoirs des jeunes. Et il y a l'Union européenne qui participe à ça, puisqu'elle paye pour stopper des gens. Qui dit stopper des gens, dit les emmener dans un cul-de-sac. Valentin l'a très bien dit, il n'y a pas de possibilité de repartir en arrière. C'est pas comme si vous dites, bon, j'achète mon billet retour et je repars. Il y a un aller, il n'y a pas de retour dans ce genre de choses. Donc c'est où on va, où on meurt. Où on meurt. Et vous imaginez, depuis tout à l'heure, Valentin parle de gens qui se sont fait tuer, parle de bébés, d'enfants qui sont tués, parle de jeunes qui se font exécuter comme ça. Et vous vous rendez compte, les parents qui espèrent que leurs enfants sont en Europe. Et est-ce comme du temps où on a déporté nos ancêtres qui ont été donc esclaves et dont je descends. Et c'est pour ça que moi je ressens la violence de l'esclavage encore. Je le dis souvent, les gens ont peut-être du mal à le comprendre,
Mais moi, je ressens la violence de ce qui a été commis contre mes ancêtres. Parce que cette histoire-là, je la connais par cœur, parce que je sais que la condition dans laquelle se retrouvent les miens, que ce soit aujourd'hui en Guadeloupe, par exemple, s'il y a des Noirs guadeloupéens, s'il y a des Africains guadeloupéens, c'est parce qu'il y a eu l'esclavage. Et parce que dans nos gènes et dans nos comportements, il y a encore à la fois parfois la crainte, parfois l'extrême violence, parfois une forme de schizophrénie dans nos comportements, et parfois chez certains c'est apaisé mais tellement ressenti. Lorsque moi je vois ça, je deviens fou. Parce qu'on l'avait. Alors, je deviens pas fou parce que je découvre quelque chose. Je deviens fou parce que ça fait des mois, pour pas dire des années, que l'on explique ce qui se passe en Libye contre les populations noires. Au moment où Kadhafi tombe, parce qu'il avait une garde rapprochée qui était des soldats noirs, ces gens-là sont massacrés par les Arabes. On a l'air d'oublier ça. Certains sont enfermés et sont gardés captifs. Et puis, lorsque le 3 février 2017, l'Union européenne signe des accords avec la Libye, avec le Niger, avec d'autres pays pour freiner les migrants, moi je dis sur RFI, c'est un permis de tuer que l'on vient de donner aux Libyens. Voilà. Et Claudie a employé un mot prosaïque. J'ai écouté un autre témoignage sur RFI. On nous a dit que bon, les filles aussi étaient parmi vous, et les garçons étaient parmi vous, que vous avez vécu des histoires. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des blessés. Y a-t-il eu des cas de viol? Oui, beaucoup trop. Ma sœur, jusqu'aujourd'hui, elle est encore violée là-bas en Libye. Je suis parti avec elle, je vous ai dit tout à l'heure. Elle est encore actuellement en Libye et elle a fait la prison plusieurs fois. Elle a fait les maisons on appelle les maisons de connexion, donc ce sont les maisons de prostitution. Beaucoup de fois et jusqu'aujourd'hui elle est toujours là-bas en Libye. Donc, esclave sexuelle. Elle a été violée devant moi. Non mais Valentin, il faut que tu le dises comme ça. C'est une esclave sexuelle comme il y en a d'autres. Elle a été violée devant moi pour la première fois. Que j'entends ma soeur crier à côté, je suis là, il y a des calages qui sont partis sur moi, je ne peux rien faire. Bonjour à tous. Le monde semble avoir découvert le dossier des migrants lorsque Mina El-Baguir a fait son reportage sur CNN. Mais le monde semble avoir pris conscience du problème lorsque Claudie Siard a lancé ce qu'il est convenu d'appeler son coup de gueule. Aujourd'hui, j'ai Claudie Siard, mais pas que. J'ai quelqu'un qui a traversé toute l'Afrique, qui a vécu l'histoire, qui est parti du Cameroun et qui est arrivé en France. Il a vécu ce qu'on appelle l'enfer sur terre. Il s'appelle Valentin et il va nous expliquer concrètement ce qu'il a vécu pour que le monde sache, pour que nous prenions conscience et que nous agissions. Bonjour Claudie. Bonjour Kawin. Bonjour Valentin. Bonjour Claudie. Alors, aujourd'hui, vous allez nous raconter votre histoire, mais avant de parler de l'enfer que vous avez vécu, on aimerait savoir en amont, au Cameroun, comment ça s'est passé, comment on prend la décision, pour quelles raisons on prend la décision de quitter un pays qui est la première économie de l'Afrique centrale. Est-ce que c'est les mirages que les Mbenguis font miroiter auprès des jeunes qui sont sur place sur le continent, ou c'est les conditions socio-économiques qui font qu'un jeune de votre âge puisse prendre la décision un jour de s'en aller? Voilà, merci bien et bonsoir encore tout le monde. Je suis resté au pays, j'ai vu la situation était tellement compliquée de vivre, parce que chez nous, il faut le mentionner, c'est comme on dit souvent, les gros poissons mangent les petits. C'était tellement dur, nous on n'a pas d'emploi, c'est réservé aux fils de ministres. Alors je suis resté, c'était tellement dur, je voyais, c'est-à-dire je rêvais tout le temps mener aussi une vie, je cherchais aussi un boulot raisonnable pour pouvoir aider ma famille, mais c'était compliqué. Alors j'ai dit, peut-être je peux aller trouver mieux ailleurs. Je vois souvent même à la télé, je vois des frères quand ils viennent, on a l'impression de voir que c'est mieux de l'autre côté, parce que tout le temps, même celui qui n'était rien, quand il va, il revient, il a l'air différent de nous. Alors j'ai dit pourquoi pas tenter aussi ma chance avec ma petite soeur. C'est comme ça que je me suis lancé un matin et je suis parti. Vous êtes parti de quelle ville du Cameroun? Je suis parti, puisque je suis originaire d'Edea, mais j'habitais Douala. Je suis parti de Douala pour le Nigeria et puis ainsi de suite. C'est incroyable ce que dit Valentin. Nous, on est maintenant très proches. Et lorsqu'il dit que lui, et tout au long de l'entretien, vous allez l'entendre, c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé. C'est un vrai courageux. Et les jeunes qui partent ne sont pas des feignants, ne sont pas des lâches, parce qu'ils savent ce qu'ils vont devoir affronter. Alors ils n'imaginent évidemment pas périr, ils pensent tous qu'ils vont réussir, mais
dans la réalité, ils savent que ça va être extrêmement difficile. Et ils partent. Ça veut dire que ce sont des forces vives du pays qui partent. Ça veut dire que ce sont les plus forts qui partent. Ça veut dire que ce sont ceux, ils n'ont pas seulement la force physique, ils ont également la force mentale, intellectuelle de supporter ce qu'ils vont supporter. Et c'est là où on voit qu'en réalité, eh bien, il y a des responsabilités qui sont partagées, on va probablement en parler. Mais la première des responsabilités incombe aux responsables politiques. Comment vous savez que vos jeunes partent, vous savez qu'ils vont partir, et vous ne faites rien tel un plan d'urgence pour qu'ils ne partent plus. Et le plan d'urgence, eh bien, c'est de leur dire que l'espoir, il est là et nulle part ailleurs. Voilà, ça c'est effectivement vrai ce que Claudie vient de dire. Alors concrètement, lorsqu'on quitte, on ne se lève pas un matin, on se dit je vais à pied. Ouais. Il y a quand même un projet, il y a des gens sur place pour vous aider à préparer votre voyage. Quand vous dites les gens, moi c'était pas dans mon domaine parce que moi j'ai mûri mon projet tout seul avec ma petite sœur. On a essayé de voir avec les petites économies qu'on pouvait posséder. Elle était dans des petites cotisations dans le quartier. On a réuni les fonds et ce qu'on avait, bon, on s'est dit on va se lancer. Et comme moi je suis un homme si courageux qu'un lion, voilà, je me suis dit je vais me battre en route, je vais essayer de travailler dur, mais ce qui est sûr, on va y arriver, toi et moi. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et le premier stade, c'est le Nigeria. Ouais, le premier pays c'est le Nigeria. On a rejoint le nord du Nigeria. Je pense que Kano c'est vers le nord. À Kano, nous sommes entrés au Niger par Zenden. Pas peur de Boko Haram à Kano? Non, c'est-à-dire, comme Claudie ça venait de dire, il était mieux pour nous de mourir que de vivre. Parce que s'il faut vivre, on doit arriver là où on part. Mais s'il faut mourir en même temps, c'est mieux de mourir ailleurs que de mourir dans son propre pays sans pouvoir devenir quelqu'un. Voilà, donc j'avais pas peur de Boko Haram, j'avais pas peur du désert, j'avais pas peur de la Méditerranée. Et ça, c'est ce que je savais jusque-là, sans savoir qu'il y avait l'enfer qui m'attendait le long devant. C'est Ismaël Isaac qui dit ça dans une chanson, je préfère périr, mourir en mer que d'avoir honte devant ma mère. Ah oui, voilà. ça c'est vrai. C'est terrible, hein? Ouais, c'est terrible. Alors, lui qui est du Cameroun, c'est un pays équatorial. Oui. Donc vous arrivez au Niger, c'est les Sahel. C'est déjà les débuts du désert. Oui. Comment on appréhende l'arrivée au Sahel? Alors, j'ai vu le désert à partir de quand je quitte Zenden pour... ça s'appelle comment encore la ville là, Agadez? Agadez, merci. Donc quand je quitte Zenden pour Agadez, c'est là que je commence à voir le désert, je commence à voir le sable, je commence à voir des petits arbustes. Il faisait tellement chaud, plus on avançait, il faisait très chaud, plus on avançait, il faisait très chaud. Mais bon, moi ça ne me décourageait pas, j'avais un courage de lion, donc pour moi je savais que je devais ailleurs. Mais vous avanciez comment? Par véhicule, à pied? Par véhicule. À Zenden, on a pris un véhicule qui nous a laissé à Agadez. À Agadez, on a pris un véhicule qui nous a laissé à Arlit. Voilà. Et à Arlit, maintenant, on quitte Arlit, on est en plein de désert. Là, il n'y a plus de maison. On s'enfonce totalement dans le désert. On ne voit plus de maison, rien. Oui, ouais. Et c'est une ville où se trouve Areva, une entreprise, disons, qui est dans le nucléaire et qui exploite l'uranium, en laissant les Niger dans une pauvreté énorme. Et dernièrement, il y a un Premier ministre qui a voulu quand même jeter un petit coup d'œil dans tout ça, réviser les contrats. Comme par hasard, il s'est retrouvé, genre sa femme s'est retrouvée dans une histoire de trafic des bébés et monsieur a quitté le pays. Bon, je ne dis pas que les deux sont reliés, mais c'est quand même une coïncidence qui interroge. Oui, non, c'est sûr, mais moi pour ça, c'est pas à Areva à faire la fortune du Niger, ni la prospérité du Niger, mais c'est une société étrangère qui exploite donc les matières premières d'un pays, donc elle doit contribuer à cela. Mais je dis que parfois, on en met beaucoup sur le dos d'Areva, alors que lorsqu'on a la tête d'un pays, eh bien, on doit savoir combien de minerais a été prélevé dans votre sol, on doit savoir où va ce minerai, est-ce que le cours vous est bien payé, et ça, c'est pas la responsabilité de celui qui achète, c'est la responsabilité de celui qui vend. L'ennui, c'est que dans beaucoup de pays africains, comme la légitimité n'émane pas du peuple, la légitimité émane de celui qui a placé la personne au pouvoir. Il n'a des comptes à rendre qu'à cette personne. Donc, vous quittez le Niger, est-ce que vous écoutiez la radio? Ah oui, parfois. Pour savoir parler, déjà quand je suis en route, non, là, j'avais plus le temps d'écouter la radio.
C'était plus Mais évident. déjà au Cameroun, vous écoutiez la Oui, au radio Cameroun, et vous oui. saviez que en Libye, en Algérie, peut-être en Tunisie Déjà- ou au Maroc, ça pouvait être Oui, quand je quitte le Cameroun, environnement hostile. je partais directement pour le Maroc et le Maroc ou l'Espagne. Donc, dans ma tête, je savais très bien que la Libye était un pays en guerre, mais je ne savais pas vraiment qu'il y avait autant de choses que j'ai vues. Bon, donc c'est parce que ça s'est compliqué au Maroc que je suis revenu maintenant pour partir en Libye, parce qu'il fallait mûrir mon rêve, il fallait soit mourir, soit arriver en Europe. Alors, comme vous parlez du Maroc, arrivons-y. Donc, vous êtes au Maroc, ça s'est compliqué comment? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement au Maroc? Qu'est-ce qui vous a surpris au Maroc? J'ai été surpris parce que déjà, quand j'arrive, je suis allé directement à la ville frontalière qu'on appelle Tanger. C'est une ville où c'est l'eau le grand qui port, sépare, voilà, qui sépare avec l'Espagne. Il y a des endroits où on partait pour chercher l'entrée de l'Europe, où on est de l'autre ici et on voit l'Espagne de l'autre côté par Tarifa. Ils ont une ville qu'on appelle Tarifa à côté de la plage. Mais c'était tellement difficile parce qu'ils ont mis une police qu'on appelle les Arlites au Maroc. Il y a la police qu'on appelle Arlites qui, les gars, je sais pas, c'est les gars de côte, ils sont là, on ne doit pas toucher la mer. On arrive dans la nuit, on essaie de se cacher, on contrôle s'ils ne sont pas là, et puis on est dans la Méditerranée. Et après, on va revoir la marine royale qui revient nous prendre dans l'eau. On nous refoule vers les grandes villes, on va redescendre. J'ai essayé de faire ça chaque fois, mais j'ai pas eu la chance d'entrer. Déjà, j'avais plus rien, les moyens et tout, il fallait remonter, essayer de me rabattre pour encore créer les fonds pour essayer de réfléchir par la deuxième fois. Alors, quand je suis rentré à Rabat, j'ai eu un peu de fonds. Je me suis dit, mais je ne peux plus redescendre à Tanger parce que c'était tellement compliqué. Et c'est là où j'appelle ma soeur que je suis en train de revenir en Algérie pour te prendre et puis on va tenter du côté de la Libye. C'est important que peut-être qu'ils me disent comment il obtient les fonds. Oui. Parce que tu n'as pas d'argent, tu es dans un pays étranger, Oui. dans un pays où les Noirs et les migrants en particulier sont méprisés. Et il faut arriver à gagner sa vie et on est exploité dans ces moments-là. Voilà, au Maroc c'est tellement dur, même ceux qui sont jusqu'à présent, c'est le travail déjà on n'en trouve pas. Pour trouver du boulot, il faut soit être venu par avion, donc genre je suis venu directement pour un boulot, mais pour les migrants c'est tellement compliqué. Les gens vivent là-bas, on appelle ça la salam, on demande de l'argent en bordure La de mendicité, route. au fait. La mendicité, ouais. On s'en va au feu rouge, on demande de l'argent à longueur de la journée, tout le monde qui y est. Je suis resté, c'est un truc qui m'a dépassé parce que quand je suis allé, j'ai traîné 4-5 heures de temps le premier jour pour rentrer avec à peine 8 dirhams. J'étais avec un petit frère que je ne vais pas mentionner le nom, mais lui il sait. Il est ici en France. Alors, c'est lui qui m'a traîné au feu. Nous sommes restés, j'ai fait 4 ou 5 heures de temps. J'ai vu, je rentre avec 9 dirhams. J'ai dit, mais non, ce truc, ça ne peut pas donner. Alors là, je me suis dit, il fallait aller en grande ville. Je suis rentré à Rabat. À Rabat, je me suis battu à trouver le boulot, puisque le seul boulot qu'on a là-bas, on appelle ça les call centers. Les Oui, centres pour les d'appel. téléphones, oui, les Voilà. centres d'appel. J'ai essayé de postuler, et ça ne marchait pas très bien. Bon, j'ai fait la connaissance d'une amie qui m'a beaucoup aidé. Je peux dire grosso modo que c'est elle qui a financé maintenant mon entrée de l'Europe. Parce que là, elle m'a donné un bon fonds, elle m'a dit, bon, vas-y, et puis Dieu va te bénir. Les contacts avec la population marocaine, c'était comment? Les contacts des Marocains, il y a un côté qui est violent, il y a un côté qui est souple. Bon, mais parce que déjà, j'ai vécu un truc au Maroc, 2 ou 3 trucs. J'ai vu la police arriver un matin, on était à la forêt de Kassiago, ils ont brûlé toute la forêt où on a perdu de nos frères camerounais, parce que moi, on dort là-bas par groupe. Dans le groupe des Camerounais, ils ont brûlé. À la Belle Étoile, au fait, dans la forêt, à la Belle Étoile. Ouais, on était dans la grotte, ils ont mis le feu, on a commencé à courir dans tous les sens. Il y a 2 frères qui sont morts, vers leur âme. Des gars criaient dans la grotte, mais... C'est comme on traque, disons, comme on fait la chasse en Afrique, au fait. Ah oui, On exactement. brûle la forêt Ils viennent pour et attraper brûlent. du gibier. Voilà, parce qu'ils viennent nous chasser, qu'on doit quitter en forêt, on doit sortir du Maroc et tout. Les gars sont morts. Il y a cette situation qui m'a beaucoup dérangé. Il y a l'autre qui m'a perturbé aussi à la cité de Boukalef à Tanger. Ils sont arrivés en période de juillet 2015. Ils sont venus nous sortir de force dans une cité qu'on habitait. C'était une cité qui était habitée par presque les migrants. Ils sont arrivés, ils ont commencé à nous violenter. Ils ont balancé 2 gars à partir du 4e niveau jusqu'en bas. Ils étaient mélangés. Il y avait la police marocaine, il y avait les gars de la rue. Ils ont balancé 2 gars. Il y avait, je pense, celui qui est mort devait être sénégalais et l'autre, je pense, ivoirien. Les 2 sont morts. Après, on est allé rester en forêt, on dormait maintenant en forêt. J'ai connu
un Marocain là-bas, lui, il était complètement différent des autres. Il m'a dit qu'il vivait à Bordeaux, il a passé presque toute sa vie en France. Il parlait très bien français, alors quand il est venu en forêt, il nous a vus, il a pleuré, il m'a dit mais non, ça c'est pas possible. Et en période du Ramadan, comment les musulmans peuvent faire comme ça, traiter des êtres humains comme ça en période du Ramadan, c'est absurde. Alors ce monsieur, il s'est permis de commencer désormais à venir avec, il nous donnait des couettes pour se couvrir comme il faisait très froid déjà. Il nous amenait la nourriture et moi après, j'étais devenu comme son ami parce que j'avais même son numéro de téléphone que j'ai perdu au parcours du côté de la Libye. On s'appelait chaque fois, il m'appelait, il me mettait le crédit dans mon petit téléphone. Il m'amenait parfois manger dans des restaurants, il me ramenait le soir et puis je me retrouvais dans la forêt. Donc tous ne sont pas mauvais, mais il y a quelque chose que j'aimerais faire intervenir, Claudie. Généralement, les Maghrébins ou les Arabes ont une réputation des personnes mais très racistes. Et vous y connaissez en la matière. Qu'est-ce qui peut expliquer ces racismes des Maghrébins vis-à-vis des Afro? Je crois qu'il n'y a pas plus de racisme chez les Maghrébins que chez les Européens. Et je vais m'expliquer. Les mentalités sont différentes et les sociétés sont différentes. Donc les choses s'expriment de façon différente. Ils sont beaucoup plus clairs et plus violents. Ils peuvent vous insulter et ça, Valentin l'a vécu. Ils peuvent vous chasser, mal vous parler. En France, on ne le fera pas, mais il y aura des difficultés pour Noirs ou Maghrébins selon les secteurs de la société pour pouvoir accéder à des postes. Donc on retrouve ça, mais on retrouve pourquoi? Et regardez bien, finalement, ces deux, entre guillemets, peuples-là ont commis le même crime contre l'humanité, celui de l'esclavage. C'est-à-dire que, et on voit dans le sud marocain, ceux que l'on appelle les Gnawa, très clairement, ce sont les descendants des Noirs d'Afrique subsaharienne qui ont été amenés là au Maroc pour être des esclaves. Et vous avez dans tout le monde arabe, donc il y a une tradition d'avoir, et la péninsule arabique, d'avoir déporté des Africains pour être leurs esclaves. Et vous avez la même chose chez les Européens. Donc il y a un imaginaire qui n'est pas le bon imaginaire. Et dans ce qui a été perpétré en Libye, vous avez donc les Arabes libyens et les Européens qui se sont entendus pour empêcher des jeunes d'Afrique subsaharienne de passer. Les uns ont payé les autres, ont signé des accords pour bloquer ces migrants-là. Comme si l'histoire, finalement, avait fait en sorte que ceux qui, depuis le 7e siècle, esclavagisent des Noirs et ceux qui, plus tard, 16e et 17e siècle l'ont fait, se sont retrouvés autour d'un projet commun. Et ce projet, il était, encore une fois, contre des Noirs d'Afrique subsaharienne. Et c'est vraiment dommage. Bon, le Maroc a peut-être une petite chance de s'en sortir, vu que l'actuel roi a sa grand-mère qui est d'origine sénégalaise. Oui. Donc il est peut-être un peu plus ouvert d'esprit. Il a l'air en tout cas, puisqu'il a un vrai travail, il veut en tout cas avoir une meilleure collaboration avec les pays d'Afrique subsaharienne. Il a vécu à Madagascar. Et c'est vrai, mais ce n'est pas comme ça que l'on change les mentalités. C'est-à-dire qu'il faut un vrai travail, ça prendra du temps, mais je pense que nous sommes peut-être dans ce pays sur la bonne voie. C'est vrai parce que le roi, moi-même j'ai constaté, c'est un monsieur raisonnable, c'est un monsieur qui est, je dirais même différent des Marocains que j'ai vus, des Marocains violents que j'ai vus. Quand il y avait souvent des situations comme ça, qu'il arrive, qu'on arrive au niveau de la police, là où lui il peut écouter, il frappe les Marocains, il frappe le Marocain, il laisse le migrant. Oui, je me rappelle avant d'arriver au Maroc, parce que je suis arrivé au Maroc en 2015 toujours, mais j'ai trouvé qu'en 2014, il avait régularisé presque tous les Noirs tous les migrants, je veux dire, qui étaient au Maroc. Il les avait donné les cartes de séjour. Voilà, donc c'est des situations qui montrent que lui, au moins, c'est quelqu'un de particulier par rapport aux autres Marocains. Donc, tous ne sont pas comme ça, mais je sais pas, c'est dans leur sang, les Arabes. Parce que même en Algérie, j'ai vu comme ça, on est dans le bus, tu vas voir une femme qui te couvre le nez, comme si peut-être toi tu sentais, ou bien si tu t'assois quelque part, elle ne va jamais s'asseoir là. Donc, si on s'assoit quelque part dans le bus, si un Arabe, que homme ou femme, constate que là était assis un Noir, il ne va pas s'asseoir là jusqu'à ce que, si un Arabe s'assoit là, ça veut dire qu'il a entré en chemin, il n'a pas su que là était assis un Noir. Ça c'est ce que j'ai vu. Et là, vous nous parlez déjà de l'Algérie. Là, c'est l'Algérie, oui. Donc, vous quittez le Maroc parce que vous ne pouviez pas atteindre l'Espagne. Et entre le Maroc et l'Espagne, c'est 40 km, tandis qu'en Algérie, la Méditerranée est assez vaste. En Algérie,
Quand je reviens en Algérie, c'est pour rentrer du côté de la Libye, parce que je ne sais même pas, ils ont la Méditerranée, mais on n'en parle pas. Nous, là-bas, on s'en va au Maroc ou l'Espagne, on rentre, on est en Libye pour l'Italie. Donc, Ouais. La distance est trop importante entre l'Algérie et les côtes françaises ou les côtes italiennes ou la Sicile, c'est trop loin. donc c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous conseille d'aller, par exemple, en Algérie, par exemple, en Libye? Est-ce que vous avez des cartes? Est-ce que c'est des rumeurs? Oui, moi, avant de partir du pays, je suis sorti avec une carte parce que j'étais à Douala, c'est une ville au Cameroun qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de gars qui sont partis clandestinement, qui sont ici aujourd'hui, qui sont des Français, ils sont des Allemands, ils sont des Espagnols, donc ils ont des cartes qui nous donnent, nous aussi, la nouvelle génération. Alors, je me suis procuré une carte comme ça qui avait une route qui me sort du Cameroun jusqu'en Espagne par Las Palmas. Voilà, donc c'est cette carte que je suivais. Quand j'arrive à telle ville, je dis au chauffeur, je suis en train de partir dans telle ville, ainsi de suite. Alors, comment faites-vous pour franchir les frontières? Pour franchir les frontières, il y a d'autres. La majorité des frontières sont terrestres, donc les voitures passent et on donne l'argent au chauffeur, il va se charger de négocier avec la police de la frontière. Mais j'ai vu des difficultés au niveau de l'entrée du Maroc, parce que pour entrer au Maroc, là-bas c'est un militaire, ça ne joue pas. Ils ont creusé un grand trou entre l'Algérie et le Maroc, où on doit entrer, c'est un trou qui s'en va à plus de 5-6 mètres de profondeur. Les gens meurent souvent quand ils sont en train de nous suivre, parce que parfois, on se retrouve aux côtés du Maroc, la police commence à nous suivre et maintenant il faut courir dans tous les sens. Il y a les gars qui vont oublier qu'il y avait un trou au départ, ils vont tomber là-dedans. Il y a souvent des morts, il y a des gars qui se cassent les pieds, et ainsi de suite. Il y a des filles aussi parmi vous? Moi, je suis parti au Maroc, il n'y avait que les hommes. C'est arrivé au Maroc que j'ai trouvé les filles, parce que si je savais, je devais amener ma soeur avec moi. Mais en tant que comme je disais, bon, j'ai laissé ma soeur en Algérie, je suis parti tout seul. J'ai vu que nous sommes partis, on était 20 hommes. On nous a suivis toute la nuit quand nous sommes arrivés au Maroc. Quand nous sommes entrés, on a piétiné la terre marocaine. On a été suivis par la police de la frontière. Mais avec les gros chiens, ils ont récupéré beaucoup de personnes. On s'est échappé, on était une minorité jusqu'à Oujda avant de continuer à Tanger. Et en Algérie, comment faisiez-vous pour vous en sortir? Pour vivre ou bien pour Oui, passer? pour vivre déjà, manger, pouvoir en Algérie, moi, sincèrement, j'ai pas mis long en Algérie. J'ai fait 9 jours, le premier voyage pour partir. Et puis le second jour, je suis passé une fois quand j'arrive à Marnia. Ma soeur, je la prends à Alger. Et puis je continue ma route pour la Libye. Donc, je connais vraiment pas réellement le fonctionnement de l'Algérie. Alors, en Libye, vous arrivez par quelle ville? Par Debdeb, c'est l'entrée. Donc on part de, si c'est Inaminas ou Wassim Saoud, il y a l'une des deux villes pour Debdeb maintenant pour Tripoli. Alors, c'est un pays qui sort d'une guerre, comment l'avez-vous trouvé? Ouais, c'est un pays, C'était moi des je ne ruines? sais même plus s'il faut qu'on appelle ça pays. C'est un endroit où tout est gâté, tout le monde est armé. Même les petits enfants de 9 ans traînent des Kalachnikov. Tout le monde a la Kalachnikov en Libye. Alors, c'est déjà quelque chose, quand j'ai vu, je me suis dit, mais ça, c'est pas un pays, ça doit être un champ de tir. À partir de Debdeb, on nous transporte comme du bétail, on est amassé derrière un pick-up, tassé comme des animaux, avec des bâches, et puis on lance un filet de pêche, on nous traîne comme ça dans le désert, nous sommes étouffés, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui arrivent morts, il y a des gens qui arrivent étouffés, on doit les remonter avec de l'eau. Il y a des gens qui arrivent paralysés parce que peut-être les crampes vont déchirer les muscles et tout. C'est compliqué. Vous comme du temps parlez d'esclavage, d'un filet de pêche. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire le pick-up est garé, on monte là, on se couche en sens inverse. Donc quand je mets ma tête là-bas, je mets les pieds ici. Quand le prochain vient, il met les pieds au niveau de ma tête, il met la tête au niveau de mes pieds. Ainsi de suite. Et puis il nous tape pour qu'on essaye de faire... Comme des sardines. Comme la sardine, exact. Alors, ils chargent à l'arrière du pick-up 28 à 30 personnes. Après, ils vont lancer une bâche qui est perforée, ils accrochent sur les crochets. Après, ils vont lancer un filet de pêche au-dessus pour attacher. Donc, on doit nous transporter comme des animaux. Comme des animaux normalement qui devraient être et morts. Et là, monsieur s'en va, il gare Oui. devant, il descend parce que les enfants sont en train de pleurer, ils sont étouffés. Il gare, notre chauffeur, il a garé, il est venu derrière, il a ouvert, il a sorti les 3 enfants, il les jetés par terre, il les abattre avec son arme. Et la maman, quand elle veut revendiquer, la maman voit son enfant qu'on est en train d'abattre, la maman veut se lever pour pleurer. Et il donne le derrière de l'arme à la bouche de la maman retombe sur nous avec le sang partout. Il nous attache à nouveau, il crie. Il dit que s'il comprend encore un bruit derrière, il ne va pas hésiter de revenir battre le prochain. Donc là, on comprenait que plus on avançait, plus c'était comme si on partait vers un cimetière. Et vous amenez où?
On ne savait pas là où on partait parce qu'en quittant Dep, le monsieur nous a dit vous partez. On savait qu'on partait à Tripoli, mais on ne savait plus que tellement le voyage a été long. Moi j'ai fait, il nous a dit à Dep qu'on a 2 jours, donc vous partez aujourd'hui, vous arrivez demain à Tripoli. Moi j'ai fait 2 mois, 1 semaine dans le désert pour arriver à Tripoli. Et comment il vous nourrissait? Il fait chaud? C'est pas lui qui nous nourrissait. Je suis passé par plus de 40 Arabes dans le désert que je connais même plus. C'est-à-dire ce sont des enclos. Ils ont des enclos dans tout le désert de la Libye. On ne sait pas dans quelle ville on se trouve. On se trouve seulement mélangé avec des migrants. Peut-être d'autres sont là depuis des années, d'autres sont là depuis des mois. Tu vois des gens marcher, d'autres sont même nus parce qu'ils n'ont plus d'habits sur eux. Le matin arrive, il y a une camionnette qui va garer, on vient, on commence à choisir peut-être les gens qui ont les muscles, les gens qui semblent être bien portants. On les met à l'arrière de la voiture, on vous amène, vous allez travailler, d'autres dans le champ, d'autres dans des chantiers, on va creuser le sol, on va faire, on va élever les murs, quand parfois il y avait des techniciens parmi nous, on va tourner du béton, on va faire monter le sable vers les trucs, c'était compliqué. Je suis arrivé en Europe avec la ethnie. Pour Claudie, qui a dit dans sa vidéo qu'il est descendant d'esclaves, certaines histoires d'esclavage qu'on a entendues en Amérique, au Brésil, dans les Caraïbes, c'est presque... C'est la même chose. C'est-à-dire que je ne pensais pas, moi, que de mon vivant, je pourrais à la fois avoir la possibilité de croiser la route d'un négrier. Parce que les gens qui sont en Libye et qui commettent ça sont des négriers. Que ce soit des Libyens ou les complices des Libyens. Ce que Valentin dira peut-être tout à l'heure, c'est que dans ce trafic-là, il y a aussi des Camerounais, il y a aussi des Nigérians, il y a aussi des Nigériens. Des Gambiens aussi. Des Gambiens, enfin, il y a toutes sortes de personnes qui participent au trafic, comme du temps de l'esclavage, comme du temps où on a déporté nos ancêtres, qui ont été donc esclaves et dont je descends. Et c'est pour ça que moi je ressens la violence de l'esclavage encore. Je le dis souvent, les gens ont peut-être du mal à le comprendre, mais moi, je ressens la violence de ce qui a été commis contre mes ancêtres. Parce que cette histoire-là, je la connais par cœur. Parce que je sais que la condition dans laquelle se retrouvent les miens, que ce soit aujourd'hui en Guadeloupe, par exemple, s'il y a des Noirs guadeloupéens, s'il y a des Africains guadeloupéens, c'est parce qu'il y a eu l'esclavage. Et parce que dans nos gènes et dans nos comportements, il y a encore à la fois parfois la crainte, parfois l'extrême violence, parfois une forme de schizophrénie dans nos comportements. Et parfois, chez certains, c'est apaisé, mais tellement ressenti. Lorsque moi, je vois ça, je deviens fou. Parce qu'on l'avait... Alors, je deviens pas fou parce que je découvre quelque chose. Je deviens fou parce que ça fait des mois, pour pas dire des années, que l'on explique ce qui se passe en Libye, contre les populations noires. Au moment où Kadhafi tombe, parce qu'il avait une garde rapprochée qui était des soldats noirs, ces gens-là sont massacrés par les Arabes. On a l'air d'oublier ça. Certains sont enfermés et sont gardés captifs. Et puis, lorsque le 3 février 2017, l'Union européenne signe des accords avec la Libye, avec le Niger, avec d'autres pays pour freiner les migrants, moi je dis sur RFI, c'est un permis de tuer que l'on vient de donner aux Libyens. Le résultat, on le vit aujourd'hui, enfin. Ouais. Eux le vivent et le subissent. Et nous, on doit pas accepter ça. Et ma colère extrême, elle est parce que si nous savions, les dirigeants savaient également. Les dirigeants de tous les pays d'où partent les jeunes. Ça veut dire que l'Union africaine savait. Mais comme l'Union africaine est financée en grande partie par l'Union européenne, ils ne disent rien. Comme par exemple, Frontex a signé un contrat, alors qu'il y a cette agence qui permet justement d'empêcher les migrants d'aller en Europe, signer un contrat avec le Sénégal. Donc le Sénégal ne peut rien dire, avec la Mauritanie également. Ça veut dire qu'on achète votre dignité. On achète la vie de vos enfants. On achète l'avenir de votre pays et l'avenir de ce continent. Combien de temps, nous, Afro, allons-nous rester dans une position qui fait que nous sommes des lâches, nous sommes cupides, nous sommes incapables d'avoir une pensée, une action pour notre prochain, nous sommes incapables de dire que nous allons construire un monde meilleur pour nos enfants, nous sommes incapables de refuser l'inacceptable. Combien de temps allons-nous être des damnés de la terre ? Combien de temps encore ? Combien de temps allons-nous, et je le dis avec cette vulgarité-là, allons-nous nous faire sodomiser, allons-nous être les sodomisés de l'histoire, de l'humanité? Combien de temps encore? Personne ne réfléchit, personne ne dit ça suffit. Puis peut-être que j'aurai l'occasion de vous dire ce que nous allons faire, parce qu'il est hors de question pour nous de jouer le jeu ni de l'Union européenne,
ni l'Union de l'Union africaine et des pays africains. Voilà. Et Claudie a employé un mot prosaïque. J'ai écouté un autre témoignage sur RFI. On nous a dit que bon, les filles aussi étaient parmi vous, et les garçons étaient parmi vous, que vous avez vécu des histoires. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des blessés. Y a-t-il eu des cas de viol? Oui, beaucoup trop. Ma soeur, jusqu'à aujourd'hui, elle est encore violée là-bas en Libye. Je suis parti avec elle, je vous ai dit tout à l'heure. Elle est encore actuellement en Libye et elle a fait la prison plusieurs fois. Elle a fait les maisons on appelle les maisons de connexion, donc ce sont les maisons de prostitution. Beaucoup de fois et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours là-bas en Libye. Donc, Esclave sexuelle. elle a été violée devant moi. Non mais Valentin, Il y a faut que une tu le dises partie. comme ça. C'est une esclave sexuelle comme Voilà. il y en a d'autres. Elle a été violée devant moi pour la première fois. Que j'entends ma soeur crier à côté, je suis là, il y a des calages qui sont partis sur moi, je ne peux rien faire. Vous, un jeune Camerounais, première économie de l'Afrique centrale. Ouais. Les pays de Ouniobé. Le pays de Oumiobe, Félix Moumier, Ben, c'est ça. terrible. au 21e siècle. la Tangana Alors, et de bien d'autres héros. là, vous pensez à la survie, vous vivez avec l'énergie du désespoir. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous continuez ou vous reculez sur vos pas? Déjà, quand on a violé ma soeur, à ce stade-là, j'ai eu l'impression de vouloir faire demi-tour. S'il y avait possibilité, parce que là, je me suis dit, si déjà on est en train de vivre ça ici, et nous ne sommes même pas encore à Tripoli, parce qu'il y a Tripoli et il y a encore l'étape de l'eau. Bon, je me suis dit, quand nous sommes rentrés, parce qu'après qu'ils ont fini de violer les femmes, bon, ils nous ont rechargés dans les voitures, ils nous ont ramenés à l'enclos. Quand ils sont partis, on est restés entre nous, les migrants. On a voulu tisser un plan dans la nuit, on s'est dit, mais attends, il faut qu'on cherche un moyen d'arracher les armes. C'est-à-dire, on se gâte. S'il y a des morts, il y aura des morts, mais après, ceux qui vont survivre vont partir. Je vous ai dit tout à l'heure, on est fermé, on ne sait pas dans quelle direction on va. Ça veut dire que même si on arrache les armes, on a les voitures avec nous, on ne saura pas quelle direction prendre. Et plus on avance, plus on va tomber entre les mains des rebelles, parce qu'ils sont partout. La Libye est parsemée des rebelles. Et c'est ça qui nous a découragés. On s'est dit, mais bon, là, ça veut dire qu'on ne pourra rien faire. Et on s'est tué. On est resté sous leur garde. Mais à ce niveau-là, j'ai eu cette idée de vouloir faire demi-tour, mais je n'avais plus moyen, parce qu'on ne peut plus reculer. On doit Donc, avancer. plus ou moins 2 mois d'enfer dans le désert. Objectif, Tripoli. Objectif Tripoli, je suis resté comme ça, on nous changeait d'endroit, on va là-bas, quand le chantier l'a fini, il y a l'autre qui revient vous prendre un matin et vous ramène dans un autre endroit, et ainsi de suite. Et après, au final, je suis arrivé à Tripoli. Un Gambien est arrivé un matin avec les Arabes pour venir, je l'entends parler anglais avec les Gambiens, les Nigériens, les Sierra-Léonais. Il parlait l'anglais avec eux. Bon, après je me suis infiltré dans le groupe, je lui ai dit, mais nous aussi on est bloqués là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'un pays francophone là-bas qui peut aussi nous entendre, parce que nous voulons aussi sortir d'ici. Il m'a demandé si on avait quelqu'un qui peut nous envoyer l'argent pour payer nos têtes. Alors je lui ai dit, s'il y a un francophone, moi je peux négocier avec lui et après on va lui envoyer l'argent. C'est comme ça qu'il nous a mis en contact avec le Camerounais qui est à Tripoli. Le mec il nous a appelé et il nous a dit, ok, moi je vais payer vos têtes, je vais envoyer la voiture vous chercher. Quand vous arrivez ici, vous allez me remettre mon argent et après vous allez payer votre argent maintenant pour aller en Italie. C'est ce qui s'est passé. Quelques deux jours après, il a payé là-bas, il a envoyé des taxis. Il y a un taxi qui est venu nous chercher, j'étais avec un ami camerounais qui est aussi ici en France. Et on a pris la voiture et puis la voiture nous a laissé à Tripoli. Je suis arrivé à Tripoli, j'étais habillé comme une femme. On m'avait lancé un truc, leur longue robe là. Une espèce de... Voilà. Pas burqa, mais bon, je sais pas comment ça Seuls s'appelle. les yeux étaient à découvert. Bon, ça joue la psychologie des policiers, parce que quand on arrive sur le contrôle de la police, tu vois comment le policier regarde, mais apparemment le policier n'a pas le droit de dévoiler la femme arabe. C'est comme ça que nous sommes arrivés à Tripoli, lui et moi, on était habillés comme des femmes. À Tripoli, on a trouvé maintenant, c'est un grand carrefour, on a trouvé beaucoup de migrants. C'est un endroit, on appelle Place Chogo, donc tous les gars viennent le matin pour chercher des petits boulots pour aller travailler, sauf que c'est la chance. Parfois on te prend que tu vas travailler, on te kidnappe, on ne te verra plus jamais. Parfois tu travailles, on ne te paye pas, tu rentres le soir, tu n'as rien. Parfois tu travailles, on te coupe même la main, donc c'était vraiment risqué. Mais plus qu'il y a des gars qui sont là, ils n'auront plus la possibilité de contacter leur famille, ils n'ont pas de moyens, ils sont obligés d'aller risquer leur vie comme ça. S'ils s'en sortent, c'est bon, s'ils ne s'en sortent pas. De toutes les façons, on est là,
La Libye, quand on se retrouve déjà à Tripoli, 2 objectifs, soit on va mourir, soit on va entrer en Europe. Il n'y a pas de demi-tour. Donc derrière vous, c'est le désert. C'est le désert. Devant vous, c'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée. Au milieu de nous, c'est les kidnappings, les prisons et tout ça. Parce que quand tout à l'heure, comme Claudia a dit, par rapport au financement de l'Union européenne et tout ça, parce que c'est ce qui a fait des gars, moi je n'ai pas vécu ça, mais il y a des amis qui, on les a poussés pour l'Italie, on les arrête dans l'eau, on les ramène avec la marine. Bon, la marine c'est des rebelles, tous sont des rebelles. On les ramène dans les prisons, et dans les prisons maintenant ils sont vendus, comme vous avez vu sur la vidéo de CNN. Plus qu'ils n'ont pas les moyens pour nourrir ces prisonniers. Il faut maintenant les vendre à leurs frères qui sont riches, je vais dire, ils arrivent en boubou et tout ça, ils les achètent. Maintenant ils les amènent dans leur chantier pour continuer l'esclavage. Donc c'est ça. On a même entendu un témoignage où il y a un trafic d'organes humains. Le trafic d'organes humains, moi je n'ai pas vu l'autre côté, mais j'ai vu, je ne sais pas si j'ai expliqué là où j'ai vu, il y a des frères nigérians qui ont mangé la chair humaine devant moi. Parce que quand on a fait les deux mois qu'on a passé au désert, il y a un endroit où on a fait plus de 3 semaines, et là ce monsieur, vraiment de tous les endroits que je suis passé, lui il n'avait pas l'intention de rigoler avec nous. Il a battu un matin ces 4 migrants parce qu'ils ont eu l'intention de fuir. Ils ont tissé le plan dans la nuit, mais tellement on est resté quelques 4-5 jours sans manger, les gars se sont dit un matin, bon, il faut qu'ils trouvent un moyen de sortir de là et partir. Pendant qu'on dormait dans la nuit, ils ont escaladé, ils sont partis. Le monsieur arrive le matin, il nous compte comme d'habitude, il constate qu'il y a 4 qui ne sont pas là. Il commence à gronder en disant, est-ce qu'ils sont où, ils sont où, vous allez le dire, ils sont où. Nous on ne comprenait pas l'arabe. C'est un gars somalien qui nous dit, il est en train de dire qu'il y a 4 qui ne sont pas là. Il dit, ils étaient ici, ils étaient là, on dit non, ils étaient ici, on dit non. Même là où ils dormaient, les frères qui dorment avec eux ne peuvent plus dire qu'ils dormaient là de peur que peut-être ils reçoivent des balles. Après il a dit, ok, je vais sortir, je vais les retrouver certainement. Et il est sorti, il n'a pas tardé à les retrouver, il les a cherchés, il les a ramenés, il les a placés devant nous, et il a passé un message en arabe, il les a abattus comme des animaux. Des 4 ils sont tombés devant nous, après il a refermé l'enclos, il est parti. On est resté avec les corps quelques heures après. Les gars nigériens, ils ont dit, mais attends, on ne va pas mourir de famine. Ils sont venus sur un des morts, ils ont coupé la chair au niveau des cuisses. Les gars, ils sont allés préparer avec du riz, ils ont commencé à manger. Ils nous ont dit, mais vous pouvez aussi venir manger, c'est la nourriture. On ne peut pas mourir à famille alors on a la viande avec nous. Il faut qu'on fasse comme ça pour survivre. La déshumanisation de l'être humain jusqu'au cannibalisme. C'était l'extrême. Et ça, les responsabilités, elles sont évidemment partagées. On a évoqué les chefs d'État qui tuent même les rêves et les espoirs des jeunes. Et il y a l'Union européenne qui participe à ça, puisqu'elle paye pour stopper des gens. Qui dit stopper des gens, dit les emmener dans un cul-de-sac. Valentin l'a très bien dit, il n'y a pas de possibilité de repartir en arrière. C'est pas comme si vous dites, bon, bah, j'achète mon billet retour et je repars. Il y a un aller, il n'y a pas de retour dans ce genre de choses. Donc c'est où on va, où on meurt. Où on meurt. Et vous imaginez, depuis tout à l'heure, Valentin parle de gens qui se sont fait tuer, parle de bébés, d'enfants qui sont tués, parle de jeunes qui se font exécuter comme ça. Et vous vous rendez compte, les parents qui espèrent que leurs enfants passent en Europe et espèrent qu'un jour les enfants vont les appeler en disant, voilà, je me suis installé, j'ai quelque chose pour toi, je vais t'envoyer un peu d'argent pour t'aider. Et ces jeunes qui ne reviendront jamais, ces jeunes qui n'auront aucune sépulture, des jeunes qui n'ont pas eu d'office religieux pour les accompagner en leur dernière demeure. Est-ce qu'on imagine, moi je ne suis pas un religieux, mais je sais l'importance que ça a pour bon nombre d'entre nous. Est-ce qu'on imagine ce qui est commis? Dans la vidéo du 15 novembre que je poste, c'était pas pour rien que je parle de crime contre l'humanité, parce que c'est l'expression qui correspond à ce qui est perpétré en Libye aujourd'hui avec les différentes complicités. Je dis crime contre l'humanité. Et là encore, vous n'avez pas un responsable politique d'Afrique qui ose employer la terminologie. Il a fallu attendre 1 semaine. Emmanuel Macron, président de la République française, qui également a qualifié ce qui est perpétré en Libye de crime contre l'humanité, pour que certains responsables politiques en Afrique envisagent la terminologie. On a un problème. On a un gène de la lâcheté, où on a un gène de la dégénérescence d'un point de vue dignité, pour qu'on ne soit pas capable de dire trop c'est trop. J'ai lu des messages de chefs d'État qui disaient « Je suis choqué par ce qui se passe, je vais demander que les autorités libyennes enquêtent sur ce qui est commis là-bas ». Enfin, des choses, mais que n'importe quel internaute peut écrire. Pas un chef d'État.
Un chef d'État, il se lève, il dit « Mon pays n'acceptera jamais que, parce qu'il représente tout un pays, je demande une réunion immédiate de l'Union africaine pour sanctionner la Libye, demander une intervention s'il le faut. » Militaire. Militaire, merci, j'aurais voulu qu'un chef d'État dise « S'il faut une intervention militaire pour aller chercher ces jeunes, nous le ferons. » Pas un n'a osé parler comme ça. Il faut que ce soit des gens de la société civile qui parlent comme ça. Eh bien, ce crime contre l'humanité, moi j'étais persuadé qu'après, comme tout le monde, ça a bouleversé un peu tout le monde, que ce soit la vidéo, les prises d'opposition, la manifestation que nous avons organisée 3 jours après, devant une des représentations officielles de la Libye en France. Moi je pensais que les 29 et 30 novembre, lors du sommet UA-UE, qu'il allait y avoir 1 minute de silence. J'en ai pas parlé avant parce que je voulais voir s'ils allaient le faire. Il n'y a pas eu 1 minute de silence pour toutes les victimes, tous les compagnons d'infortune de Valentin. Il n'y a pas eu 1 minute de silence. Personne n'y a pensé. Ben non, puisque vous n'avez que faire de l'avenir de ces jeunes, puisque depuis des décennies, c'est une merde sans nom, notre continent. 57 ans d'indépendance, 57 ans de gabegie, 57 ans de prédation, 57 ans de viol, de politique meurtrière. C'est ça la réalité du continent. Il faut qu'on arrête de se dire oui mais certains, parfois on nous fait de beaux discours et les gens s'accommodent des beaux discours, des discours d'intention. Il faut arrêter. C'est un sombre gâchis notre continent. C'est inacceptable ce qui se passe. Et Valentin le dira peut-être et j'en aurai terminé. Mais moi je plaide pour un vrai changement. Mais le changement il ne peut commencer que par les mentalités qui évoluent. Il faut que les gens disent moi je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à accepter de voir ce qui se passe et de ce qui est commis là. Il a fallu encore une fois que ce soit le président Macron qui dise à Abidjan, voilà ce que nous allons faire. Le président Macron est africain. Les gamins qui sont là sont africains. Le président Macron normalement aurait dû être juste comme les autres responsables européens dans le box des accusés. Et les responsables africains auraient dû dire, nous là aujourd'hui, c'est terminé. S'il faut qu'on envoie nos armées là pour chercher nos jeunes ou pour défaire les négriers et tout ça. À un moment donné, on a des pays qui ont des armées juste pour réprimer leur peuple. Oui, c'est pour taper les civils. C'est que pour ça. Et puis il y a quelque chose... Je suis désolé d'être un peu... C'est quelque chose d'assez bizarre dans cette affaire. C'est que quand il y a crime contre l'humanité, la CPI peut s'auto-saisir. Or, la procureure, c'est une Africaine. Merci. Fatou Bensouda. Mais on sait, enfin moi je vais pas me permettre d'aller trop loin et sur ce que je pense personnellement de cette personne-là, c'est pas le propos, mais évidemment, pourquoi en réalité? Parce que dans ce monde créé par les Occidentaux, parce qu'ils ont colonisé la planète, ils ont imposé leurs lois, leurs systèmes, que ce soit les systèmes monétaires, que ce soit les règles dites internationales, ils ont imposé leurs lois, ils sont les maîtres du jeu, la planète appartient aux Occidentaux. Il faut être très clair avec ça. Et puis, il y a ceux qui sont dans ce jeu-là et qui tirent leur épingle du jeu. Ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, ce sont les Brésiliens. Je parle vraiment de ceux qui sont en dehors du bloc occidental. Et les Occidentaux ont un problème avec la résistance de l'Iran. C'est une résistance, l'Iran. Ils ne correspondent pas à leur monde. Les Saoudiens correspondent à leur monde, puisqu'ils ont un accès total aux réserves de pétrole. Donc pas de problème, ils correspondent à leur monde. Ils peuvent interdire le droit de vote à leurs femmes, ils leur permettent maintenant de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir toucher le volant. Voilà, mais ça c'était pas très grave, on s'en accommode, tant que nos intérêts sont préservés. Les Africains sont des joueurs occasionnels dans ce jeu-là. Et notre continent est un continent esclavagé, très clairement. Les résultats de la conférence de Berlin de 1884-1885, nous les vivons encore aujourd'hui. Vous savez quoi? Je vais vous donner un exemple. Demandez aux responsables des pays d'Afrique francophone de publier les accords de décolonisation. Demandez-leur qu'ils le fassent. Ben, il y a la dette coloniale. Moi, j'ai lu certains accords. Si les populations avaient accès à ça, je peux vous assurer qu'il y aurait une révolution immédiate. Et il y aurait des émeutes. Il y aurait une révolution immédiate. Moi, j'ai lu des choses, j'ai eu honte, j'ai pleuré comme un enfant pendant quasiment une nuit. Je pleurais, j'arrêtais de pleurer, puis je continuais à pleurer. J'ai dit comment, pourquoi est-ce que moi j'ai eu la possibilité de voir ça? Ça ajoute à ma douleur qui est déjà la mienne depuis que je suis conscient du monde dans lequel on vit. Lorsque vous voyez ça, vous dites on a scellé l'avenir des populations. C'est pour ça que des jeunes comme Valentin partent. Parce que chez eux, il n'y a pas d'autre possibilité. Le refus de l'industrialisation. Les Occidentaux ont une part de responsabilité, mais les populations, les responsables des pays d'Afrique ont une responsabilité. Sale mentalité.
Vraiment, vous savez, moi, j'ai plus rien à perdre. Hein. Ce que j'ai à dire, je le dis. Et Valentin me disait quelque chose, c'est-à-dire que nous, de toute façon, notre génération, elle doit parler, si on doit mourir pour que nos enfants vivent mieux, Oui, alors il faut le faire. C'est clair. Alors il faut le faire. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous dis, nous ne sommes que des joueurs occasionnels. Ce jeu-là n'est pas le nôtre. Et moi, j'ai une solution à ça. Mais c'est une solution que personne ne peut envisager parce qu'elle semble utopique. Personne ne veut l'envisager aujourd'hui. Mais peut-être que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans ou 100 ans, des gens diront « Mais c'est la seule solution qu'il faut pour que nous puissions vivre mieux. » Il faut que l'Afrique sorte du système occidental et mondial. Définitivement. On dit « Oui, mais l'argent, les devises et tout ça. » L'argent, le billet de banque ou ce qu'il symbolise, le système monétaire qu'il symbolise, il n'a que la valeur qu'on lui accorde. Si vous, dans votre monde, vous dites, bon ben, c'est ce micro-là qui a de la valeur. Plus tu as de micros et plus tu es riche. Eh ben le micro devient l'équivalent de l'argent. Exactement. Lorsqu'on parle, vous disiez tout à l'heure très justement, oui, c'est une des économies les plus florissantes de l'Afrique centrale. Oui, mais avec une lecture occidentale. D'un système occidental. En réalité, les populations, comment vivent-elles? Pourquoi est-ce que les jeunes partent s'il y avait une telle prospérité? Si jamais il y avait une économie si solide, pourquoi est-ce que les jeunes partiraient? C'est bien qu'il y a un problème. C'est bien qu'il y a un problème. Et ce problème-là ne veut pas être réglé par nos responsables politiques parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Si vous n'avez pas de marge de manœuvre, si tous, chefs d'État dans vos coins, vous n'avez pas de marge de manœuvre, si à un moment donné vous arrêtez de vous mettre d'accord pour ne jamais être d'accord, mais que vous vous réunissiez pour parler, dire on va parler à nos populations, leur expliquer quel est le système. Lorsque vous faites ça, les populations vous soutiennent, disent ok, on a compris. Sortir du système, c'est créer son propre monde. Créer son propre monde, c'est enfin en fonction de ce que nous sommes. C'est donner la possibilité aux populations de vivre mieux dans un avenir très proche. Alors à côté de ça, nous n'avons que des chefs d'État qui sont des prédateurs en réalité. De l'Afrique du Sud avec Jacob Zuma, héritier pourtant vétéran de la guerre de libération contre la lutte contre l'apartheid, disciple de Mandela. Comment vous arrivez à détourner de l'argent public juste pour vivre mieux alors que c'est un pays effectivement qui a des capacités énormes, mais où les gens pauvres, où les ghettos sont nombreux encore en Afrique du Sud. C'est ça. Comment est-ce que quand on est dans un pays d'Afrique, on ne se dit pas « ce que je veux, mon rêve, c'est la prospérité de mon peuple ». C'est qu'on dit sur la scène internationale « tu as vu ce pays ? T'as vu, tu vois un petit peu ?» Et qu'on puisse même dire « oh, qu'est-ce qui se passe là par exemple Trump reconnaît, on n'est pas d'accord ». Là, les Africains ne peuvent même pas parler dans ce débat-là. On n'est rien, on est petit. Tu parles, on te dit « mais mets-toi de côté, toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Tu n'es rien. Vous pouvez être à la tête d'un État et accepter que l'on dise de vos populations qu'elles ne sont rien, qu'elles ne comptent pas dans le concert des nations. C'est bien ça la réalité. Tout ce que nous dénonçons là, tout ce que Valentin nous raconte, sont les conséquences. Pas de nos pays, parce que de cette richesse, de la terre de nos pays, de la situation géographique du continent, mais bien d'êtres humains qui sont incapables. J'appelle ça l'inaptocratie. L'inaptitude à gérer un pays, à donner naissance à une démocratie. Et à faire rêver les jeunes. Alors, Valentin, on va revenir vers vous. Et vous vous retrouvez dans la mer Méditerranée. Oui, je suis parti maintenant de Tripoli pour la Méditerranée, le bord de l'eau. Même jusque-là, c'est pas facile parce que je suis passé par plus de 8 voitures Tripoli pour Zabrata. Je suis parti au bord de Zabrata. Des violences extrêmes, on nous fouille là-bas, on nous claque, on nous tape et ainsi de suite. Mais arrivé quelque part, on a trouvé un enclos où il y avait plus de 2000 migrants. Je n'avais jamais vu un tel chiffre de migrants comme ça de toute ma nature. Je suis arrivé au Maroc, j'ai vu les migrants, on se regroupait par communauté souvent, mais je n'avais pas encore vu 2000 personnes enfermées dans un enclos. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis posé une seule question. Est-ce qu'ici, on va encore me reconnaître un jour? Est-ce que je vais m'en sortir d'ici? Là, ça me tiquait dans la tête. Je suis resté là, on montait, on descendait parce qu'après, on nous a menés parce que c'était le canal d'un ancien colonel. Je ne sais pas s'il faut mentionner son nom. Hein. Apparemment, il était ancien colonel sous le régime du feu Kadhafi. C'est lui qui se chargeait maintenant de nous pousser vers l'Italie. Alors,
Lui, il a pris un truc, c'est comme un camp militaire avec des bonnes maisons, donc des maisons en étage de 2 niveaux. C'est là où les migrants restent. Et il y a la mer qui frappe à côté, c'est la plage. Donc on est là, on voit la plage et chaque fois je me plaçais au balcon, je vivais mon rêve, je regardais la Méditerranée, je me disais ça c'est la dernière étape qui me reste. Mais figurez-vous, il y a une semaine avant que je ne parte, il y a un convoi qui a chaviré dans l'eau qui était le convoi de celui qui nous envoie, donc je veux parler du Camerounais de Tripoli. Il y avait plus de 85 Camerounais là-dedans. Les gars que je connaissais, les gars qu'on a dormi ensemble à Tripoli, les gars qu'on a mangé ensemble. On nous a dit qu'ils sont tous morts. Alors là, mais ça ne m'a pas freiné mon rêve. Moi, je me suis dit, même si c'est à l'instant qu'on replace un autre Jack, qu'il faut partir vers l'Italie, je vais partir. Parce que j'étais d'abord très sûr. Vous voyez, ça, c'est les tatouages que j'ai fait sur moi. Quand je suis au Cameroun, je n'ai pas de tatouage. Mais avec ce qui m'est arrivé en route, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose sur moi. Je vais laisser des marques dans mon corps, sur ma peau, que je vais mourir avec. Et ces marques vont me parler de mon Dieu. J'ai écrit le psaume 23 à ma main. J'ai fait ça, c'est le chapelet que j'ai enveloppé avec des trucs. Ça, il y a la croix de sanctification ici. C'est des trucs que je lisais constamment la Bible, je priais énormément. Ça ne m'a pas freiné quand on m'a dit que les gars sont morts. Une semaine après, on nous a poussé à notre tour de 2h à 17h au lendemain, avec des conditions très difficiles. Le monsieur avait l'intention de pousser 10 Zodiacs ce jour. Mais il a poussé, j'étais le 7e tour et après moi il a arrêté, il n'a plus poussé. L'eau s'était gâtée parce que même déjà pour monter dans le Jack c'était pas facile. Nous sommes partis de là, on n'avait ni de téléphone, ni la boussole, on allait dans tous les sens dans la Méditerranée, on a roulé toute la nuit le lendemain. Et la mer, tellement elle était violente, elle frappait sur nous, l'eau entrait, ça remplissait notre Jack. Et il y a un gars qui s'est placé, il a dit tout le monde doit enlever ses habits. Je suis entré en Italie, j'avais que le démembré, un truc, les débardeurs, la blanc. C'est ce que j'avais sur moi. On était tous nus, on a enlevé les habits, on a commencé maintenant à prendre de l'eau, donc à presser l'eau, on prend l'eau, on donne à celui qui est debout, lui va presser dans la Méditerranée, il va lancer l'habit, tu vas encore mettre, ainsi de suite. On a fait ça toute la nuit jusqu'au lendemain à 8h, 9h. On était toujours dans la mer avec des femmes enceintes, avec des petits-enfants. On est resté jusqu'à 17h avant d'entendre maintenant un bruit de l'hélicoptère qui venait, ça tournait au-dessus de nous, 7 à 8 tours l'hélicoptère, parce que on ne sait pas. Bon, mais après on s'est dit que peut-être il nous filmait. Il a pris une direction, il est reparti. On a continué à suivre, nous sommes partis après 1 heure de temps encore après, 45 à 1 heure de temps après. C'est là où on voit un jet ski foncer sur nous. Mais même jusque-là, je n'étais pas persuadé que je suis en Europe parce qu'il y a des Libyens qui le font souvent quand ils arrivent comme ça, ils vous prennent pour vous ramener en Libye. Quand j'ai vu le drapeau de l'Italie, vert, blanc, rouge, là j'ai lancé un cri de guerre, j'ai commencé à pleurer une fois, à crier à mon Dieu qu'enfin, aujourd'hui, j'ai fini avec l'Afrique, je suis en Europe. Et lorsque vous arrivez en Europe, qu'est-ce que vous vous dites? C'est l'aboutissement d'un processus ou c'est la renaissance pour une nouvelle bataille, struggle for life comme on dit? Oui, c'est exactement ce que j'avais en tête quand j'arrive en Italie. Je me suis dit, ça c'est le commencement d'une nouvelle vie. Parce que c'était comme, je me suis dit, je suis quelqu'un maintenant qui va naître de nouveau. Je pense que maintenant je vais recommencer une nouvelle vie. J'ai vu l'accueil à Calabria, j'ai trouvé d'abord on nous attendait comme des tombées du ciel. J'ai trouvé, il y avait la police partout, la police italienne. Il y avait la Croix-Rouge, ils ont placé des tentes de la Croix-Rouge. Nous sommes arrivés, on était accueillis en euros. On nous regardait, on te dit ouvre la bouche, il faut souffler, on te contrôle, tu as mal ici, tu as mal là. Quand tu dis non, on te fait passer là-bas, ça veut dire que toi au moins, bon, tu peux répondre à certaines capacités. D'autres qui étaient paralysés, il y avait des morts parmi nous, il y avait des paralysés, il y avait des gens qui ne connaissaient rien. Bon, on les amenait, on nous divisait, on les amenait dans des hôpitaux, dans des centres. Et là, on nous a fait enregistrer et puis on nous a mis dans des bus. On nous a donné des habits parce qu'on n'avait pas d'habits. On nous a amené, il y avait des box là, et on a changé, ils nous ont donné des vêtements pour le froid avec des babouches, des sandales. Nous sommes entrés dans des bus avec la nourriture, on a roulé toute la journée jusqu'au lendemain. Bon, moi, parce qu'on nous a divisés, on partait, c'est comme ça parce qu'on partait en squad de 7-8 bus avec la police devant et derrière. On arrivait des fois où on voit peut-être 2 bus qui ont pris à droite et nous on va continuer peut-être 6. Après on va voir 2 qui sont partis à gauche, on va partir. Ainsi de suite, moi je suis arrivé quelque part, après ils ont garé
Et là, j'ai vu arriver des Italiens avec des voitures comme des petits cars, des petites voitures de peut-être 5-6 places. On nous a encore divisé à nouveau, donc apparemment là c'est des ONG. On nous a pris et je me suis retrouvé à Firenze, plus précisément à Borgo. Florence en fait. Florence, voilà, à Florence, à la région de Florence. Je me suis plus précisément à Borgo San Lorenzo. Arrivé là-bas, c'était un campo, un truc comme l'hôtel. J'ai trouvé les gars qui y étaient et puis voilà. C'est ça. Alors, Claudie, c'est terrible ce qu'on vient d'entendre. Il y a quelque chose, comme je l'ai dit dans mon intro, qui se passait. Les gens faisaient semblant de ne pas voir. Donc, il a fallu qu'une fille d'Afrique, même si elle bosse pour CNN, puisse faire un reportage pour que ça secoue les esprits. Mais il a fallu aussi qu'il y ait un afro-descendant qui a élevé la voix pour que le monde prenne conscience de ce qui se passe. Mais il faut, juste après cela, une espèce de service après-vente. Qu'est-ce qui est concrètement prévu pour que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau et qu'on arrête, parce que les dirigeants ne vont rien faire, c'est la société civile qui va faire quelque chose. Qu'est-ce qui est prévu pour faire bouger les choses? Alors, lorsque Valentin, lorsqu'il racontait justement les ONG, la Croix-Rouge, tout le monde les prend en main, les soigne, les oriente vers tel ou tel centre, je me suis mis à penser encore une fois aux institutions africaines. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, à cet endroit-là, pour les accueillir, il n'y a aucune ONG africaine, aucun représentant de l'Union africaine présent. Aucun. Rien. C'est-à-dire que l'Afrique, ces jeunes-là n'existent pas. Ne compte pas pour eux. Et au moment où il le disait, je me suis remémoré l'histoire de mes ancêtres. Tous les Africains déportés pour être esclaves, que ce soit dans l'océan Indien, vers les Amériques ou les Caraïbes, ces gens-là, pour l'histoire même et le culte que l'on doit aux ancêtres, n'existe pas. Il n'y a, d'un point de vue continental, aucune journée du recueillement à la mémoire des millions d'Africains déportés depuis le 7e siècle vers la péninsule arabique, et puis plus tard, vers donc, toutes ces terres dites du Nouveau Monde. Haïti, exactement. Moi, pour la Guadeloupe, pour moi, enfin, mais toute l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, enfin tout là où on envoyait des esclaves. Il n'y a aucune journée de souvenir. Ça veut dire que ces jeunes-là, aujourd'hui, comme les Africains déportés il y a plusieurs siècles, ils n'existent plus lorsqu'ils sont déportés ou lorsqu'ils décident de partir. Ils n'existent plus. Et ça, pour moi, c'est dévastateur. Et donc, nous, société civile, on doit faire quelque chose. La première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y aura des conséquences à cela, sur les pouvoirs politiques en Afrique. C'est-à-dire que dans quelques mois, certains vacilleront ou dans quelques années tomberont. Et cet élément-là aura été un élément déclencheur. Parce que dans ce marasme-là, dans ce crime contre l'humanité, on a vu l'inefficacité. Ça, c'est clair, on a bien compris, mais surtout l'incapacité des responsables politiques à répondre à une question qui n'est plus une question de civilisation, de société, mais une question de civilisation et d'avenir de ce continent-là. Donc nous, société civile, on s'organise. Sur une journée, par exemple, du souvenir, on va décider qu'avec des associations, avec des médias, on va décider d'une journée. Et cette journée-là sera la journée au cours de laquelle nous honorerons la mémoire de toutes les victimes de l'esclavage, tous les Africains déportés, mais pas seulement. Toutes les victimes à travers le monde de la domination d'un groupe humain sur un autre seront honorées durant cette journée-là. On pensera aux victimes de l'esclavage, mais on pensera aussi aux victimes de la colonisation. Nous allons le faire. Puisque les instances ne veulent pas, eh bien, c'est nous qui ferons société civile. En ce qui concerne les jeunes, il y a aujourd'hui les instances internationales qui vous disent on ne peut aller chercher que des jeunes qui sont dans des camps très clairement identifiés. Les autres, pour eux, c'est terminé. Tous les camps dont Valentin parlait, dans le désert, les enclos, les ceci, les cela, c'est vrai qu'ils ne sont pas identifiés. Parce que c'est le business des gars. C'est leur business à eux, donc ils n'ont pas intérêt à dire où ils sont. Puisque eux-mêmes ont souvent été payés par les autorités pour, tiens, voilà, bloque-les, si tu as un truc, tu en as 2000 par là, tu en as 100 par là, tu les bloqués. Ils ne doivent pas passer, on a été payés pour ça. N'oublions jamais que le 3 février, il y a eu une rallonge de 200 millions d'euros donnés par l'Europe à la Libye. À part les 600 millions qu'ils ont déjà donnés. Il y a 200 millions de rallonge le 3 février 2017 qui a été accordé. 200 millions de rallonge.
C'est pour dire, vous imaginez la somme que ça fait quand ça dégouline. Parce qu'une fois que tous les gars ont pris un peu de leur côté, chacun mis dans sa poche sur des comptes je ne sais où, en Suisse ou dans les paradis fiscaux, qu'est-ce qui se passe? L'argent redescend, et ça fait beaucoup d'argent pour les gars. Ils ont des pick-up, ils ont des trucs, ils ont tout ce que tu veux. Mais en réalité, c'est un trafic humain où tout le monde a sa part de responsabilité. Donc, nous, on est en train de financer 3 avions qui iront chercher ces jeunes, parce que grâce à Valentin ne nous a pas encore dit tiens à tel endroit, parce que lorsque je l'ai interrogé, il m'a dit tu sais, parfois on ne savait pas où on était. On ne pouvait pas identifier l'endroit. Et donc, mais l'idée c'est avec des regroupements d'informations, c'est de savoir où se trouvent certains camps. Et surtout comme à Tripoli, je peux connaître certains endroits que je peux identifier. Et on arrive là et voilà. Mais il est hors de question pour nous de dire à Valentin, viens avec nous pour identifier les endroits. Non, moi je ne peux même plus jamais passer là. Syndrome post-traumatique, il risque de le voir. On ne peut pas lui demander à lui de repartir dans cet enfer-là. Même s'il sait qu'il est en sécurité, il y a un tel traumatisme. Il y a un tel traumatisme. Donc nous, en tout cas, on doit réussir à retrouver ces jeunes-là. Où les jeunes sont là-bas et personne ne sait qui. Personne ne sait. Il y a des sous-sols, il y a des enclos où on ne connaît pas. Évidemment. Il y a des maisons, que quelqu'un a sa maison, mais il a là-dedans des Noirs qu'il torture tout le temps. Il ne faut jamais oublier que du temps de l'esclavage européen, les Noirs n'avaient pas des esclaves, et mes ancêtres donc, n'avaient pas d'identité. Le maître leur donnait des sobriquets, mais ils n'avaient pas d'identité, ils n'avaient pas de nom et de prénom, ils n'étaient pas répertoriés, ils étaient juste répertoriés sur des registres, comme des animaux, parce qu'ils étaient esclaves. Et c'est à l'abolition de l'esclavage en 1848 que l'administration coloniale française a dit il faut donner des noms à ces esclaves. Donc, tous les jeunes qui sont là-bas aujourd'hui, ils n'ont plus d'identité. Ils n'existent plus pour personne. Ils n'existent plus pour personne. Si Valentin a envie de changer de nom, il peut s'appeler Monsieur John Smith. C'est ça. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc, nous, on doit à la fois essayer de récupérer un maximum. Beaucoup vont être tués en suscitant l'idée chez les autres d'en faire de même. Beaucoup de jeunes, je pense que vous savez, lorsque vous êtes un négrier et que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec certaines autorités, vous avez ça, et que vous savez que la politique libyenne va commencer à chercher à avoir une bonne image, certains négriers peuvent avoir des problèmes. Ils peuvent simplement décimer leur cargaison. Expliquer, ils les tuent facilement. Pour un truc, vous êtes échappé, au lieu de dire les 4 là sont échappés, mais c'est quand même, ça représente de l'argent, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Boum, on vous tue, tous les 4. Terminé. Adieu pour vos parents. Donc nous, on doit essayer de sauver un maximum de jeunes et de donner l'envie à certains qui ont les moyens, parce que chez nous là, tous les milliardaires qu'il y a partout, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, tous les milliardaires, les gars qui mènent la haute vie, que comme disait Doug Saga, c'est champagne, voitures de luxe, on voyage en jet privé. Tu crois qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas dire l'argent de mon week-end, je vais le donner là pour pouvoir aider les ces jeunes-là. footballeurs, les chanteurs. C'est ce que je disais dans ma première vidéo, c'est ce que je dis. Voilà. Je parle de tout cela. Je voudrais que tout le monde parle, que les gens qui font le même métier que moi parlent. Je voudrais que toutes les personnalités parlent. Il y a des gens qui restent silencieux, qui ne disent rien. Et après, vous avez des petits cons qui disent « Ah ouais, mais c'est pas Claudie l'Antillais. Pourquoi c'est lui l'Antillais qui parle de ça ?» Parce que moi, j'appartiens à un peuple qui est dans les fers de l'esclavage. Et je sais ce que c'est. Qui, à un moment donné, après, monte au créneau à l'Assemblée nationale française? C'est un Guadeloupéen comme moi. Max Mathiazin. C'est lui qui monte à l'Assemblée, qui fait ce discours, qui est un discours historique pour dire qu'est-ce que la France fait face à ça où la responsabilité est partagée. C'est un Guadeloupéen comme moi. Parce que nous, on sait. Nous, on sait, on ressent ça. Et c'est là où il faut que les gens arrêtent ces clivages de dire il est antillais, où j'ai entendu aussi des gens raconter oui mais Claudie il a été délégué interministériel sous Sarkozy à l'époque. Donc c'est moi qui ai tué Kadhafi parce que Sarkozy avec l'OTAN, avec l'Angleterre, parce qu'il ne faut pas nommer que Sarkozy, sous les conseils... Obama a dit que c'est sa pure erreur. Et Obama qui a dit ok je me lave les mains, il a joué les Ponce Pilate. Qui a un parent africain, ce qui est dommage. Donc à un moment donné, on a des gens, des imbéciles qui viennent sur moi en disant que oui Claudie Siard... Vous faites allusion à l'affaire qu'il y a eu avec les Congolais par rapport à vos propos sur le président Paul Kagame. Non, mais moi à un moment donné, alors non ça, je m'en suis déjà expliqué, alors certains vont dire ah merci c'est bien ce que tu as dit. À un moment donné, il y a une journaliste du Monde qui me pose une question très claire, elle me dit que pensez-vous de Paul Kagame qui décide d'accueillir 30 000 ?
Je dis très bien, c'est quelqu'un qui travaille pour son pays, contre les intérêts de la RDC, et qu'il accueille 30 000. Quelqu'un qui me dit qu'il va sortir 30 000 jeunes africains de l'enfer libyen, je vais dire que c'est un con? Non mais faut que les gens arrêtent d'être égoïstes et individualistes. Je vais dire que, oh je m'en fous de ce qu'il fait, il sort 30 000 jeunes. Ça veut pas dire que le mec c'est un saint, ça veut dire qu'il va sauver 30 000 personnes. Qu'il ait été payé pour ça ou pas, qu'importe. Il va sauver 30 000 jeunes. C'est pour ça que je dis qu'il faut que nos mentalités changent. Il faut que nous changions. Moi, je ne vois pas mon avenir à travers juste mes petites réussites à moi. Quelqu'un me disait, mais non, mais Claudie, pareil sur les réseaux sociaux, vous dites qu'il y a un racisme d'État en France, comme Rokhaya Diallo, alors qu'il y a quand même des gens qui ont été nommés à des postes importants en France. Et il dit, et vous, délégué interministériel, je lui dis, vous pensez que moi qui étais délégué interministériel, je vois la société française à travers ma petite vie à moi? Moi, à la limite, je suis presque un chanceux, même si j'ai subi la discrimination, mais je suis un chanceux. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il faut que nous changions, il faut que remettre notre cerveau à l'endroit lorsqu'il s'agit de nous. Et puis, comme j'ai dit après dans une autre interview, j'aurais beaucoup aimé que Paul Kagame ait la même générosité envers les populations de l'Est de la RDC. Parce que là, on a un problème. Mais c'est un autre problème qu'il faut régler immédiatement. C'est un problème des responsables congolais, c'est un problème des responsables rwandais, c'est un problème de cette dite communauté internationale, parce que ça arrange tout le monde, hein, ce qui se passe. Hein. Et n'oubliez jamais, conférence de Berlin, il a été décidé que le bassin du Congo serait un marché ouvert pour toutes les multinationales occidentales. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? La conférence de Berlin en allemand, c'est la conférence de Berlin sur les bassins du fleuve Congo et du Niger. Au départ, ce n'était que ça. C'est comme ça en allemand. Voilà. Et après, ils se sont dit, bon, on va se partager le reste. Mais au départ, c'était uniquement pour la région des tout ce qui est le bassin du Congo. C'était pour ça au départ. Hein. Ouais, parce que pour eux, il n'y avait que là. Bref. Déjà, quand vous parlez du Congo, c'est avec passion. Moi, je le sais personnellement que vous avez une histoire mais vraiment particulière avec ce pays. Oui. Donc, on ne va pas rentrer dans votre vie privée, ni dans votre vie familiale. Oui. Donc, c'est un peu votre pays de cœur, c'est votre pays. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, moi, j'ai eu un beau-père congolais, zaïrois, comme on disait à l'époque, et une partie, avec beaucoup d'allers-retours de mon adolescence, c'était à Kin. Donc, mais bon, ça c'est... Et puis, j'ai une autre histoire plus privée encore avec le Congo. Mais voilà. ça, à la limite, qu'importe. Et puis, tout le monde a l'air d'oublier, ou ceux en tout cas qui m'ont attaqué, ont l'air d'oublier que je fais partie de un des très rares journalistes qui ne peut pas obtenir de visa pour aller au Congo, en RDC. Parce que j'ai soutenu tous les mouvements citoyens, tous les jeunes qui rêvent d'une vie meilleure. Et après l'élection de Tshisekedi, la première interview avec moi, vous étiez quand même le premier à dénoncer la fraude électorale. Merci. Et puis, vous en parlez régulièrement dans Couleur Tropicale. Vous faites la promotion de la culture congolaise. Ouais. Et puis, vous êtes vraiment... Mais au-delà de ça, tout le monde sait quelle est ma vision. Donc, il faut que les gens changent un petit peu. Et puis, pour en revenir donc à notre sujet, on va lancer, nous, une campagne dans les 9 pays d'Afrique francophone, d'où partent une majorité de migrants, donc là où il y a le plus de candidats au départ. Pourquoi nous faisons ça? Je ne fais pas ça pour aider l'Union européenne, parce qu'en réalité, ce qui se passe en Libye, ça aide, c'est vraiment, hein, l'Union européenne peut se dire, finalement, regardons le bon côté des choses. Ces salauds de Libyens, ces méchants Libyens, eh bien, plutôt que de bloquer tous ces jeunes en Libye, eh ben, on va les bloquer bien avant la Libye. Ils resteront bloqués au Niger. Ils resteront bloqués. Exactement. Et ils vont avoir peur, donc les Libyens sont devenus une espèce d'épouvantail. Oui, exactement. On va les bloquer en amont. C'est le cynisme politique, c'est le bon côté pour l'Union européenne. Pour moi, ça ne dédouane pas l'Union européenne. Et je vais expliquer deux choses. La première, l'Union européenne s'est rendue coupable. Macron a très clairement dit c'est un crime contre l'humanité. Nous sommes dans un monde, lorsqu'on commet un crime, on doit en répondre devant les tribunaux. Nous ne pourrons pas amener l'Union européenne devant les tribunaux, mais l'Union européenne doit, puisqu'elle reconnaît qu'il y a une faute commise et que des jeunes ont été tués, des jeunes ont subi des sévices avec des traumatismes à vie. Continuent à être tués même jusqu'à présent. Donc, que faut-il? Tous les jeunes qui s'en sont sortis, il faut qu'ils soient indemnisés du préjudice qu'ils ont subi. C'est-à-dire, ou on leur donne de l'argent s'ils souhaitent rentrer dans leur pays pour à la fois rembourser souvent les emprunts qui ont été faits, les terres qui ont été vendues, et avoir un pécule suffisant pour peut-être, s'ils le souhaitent, démarrer une entreprise, une start-up, ou ce qu'ils veulent, acheter un commerce, bref.
mais les indemniser. C'est comme ça que ça se passe dans le monde occidental. Ou, et moi c'est ce que je pense qu'il faut faire, accueillir ces jeunes en Europe. Tous ceux qui sont dans le bourbier libyen, là, les prendre et les accueillir en Europe. L'Europe peut les accueillir. L'Europe a oublié qu'elle a colonisé la planète, qu'elle a massacré, génocidé des peuples pour leur prendre leurs terres, qu'elle s'est installée sur leurs terres. Aujourd'hui, lorsque je voyais l'élection au Chili, je vois que c'est les descendants des colons, ce ne sont pas les peuples autochtones. Quand vous entendez le nom au Pérou de l'actuel président, qui est d'ailleurs en difficulté, son nom est un nom d'Europe de l'Est. À un moment donné, et avant il y a eu Fujimori. Et à un moment donné, il faut qu'on arrête. Ces gens ont l'air d'oublier qu'ils ont colonisé la planète, ils ont pris les terres des gens en Australie. Est-ce que ce sont les autochtones qui dirigent l'Australie ou est-ce que ce sont les descendants des colons? Et vous voulez empêcher les Africains de voyager comme les autres? Mais dans quel monde on vit? Donc, accueil des Africains qui ont subi tout ce qu'ils ont subi en Libye, ou alors on leur donne de quoi rentrer dans leur pays, mais avec des indemnisations suffisantes pour qu'ils aient envie de rentrer et qu'ils puissent créer un commerce. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, nous allons donc avec cette campagne, l'idée c'est de sensibiliser les parents et les jeunes pour qu'ils ne partent pas dans de telles conditions. Parce qu'en réalité, c'est ça. Moi, je ne peux pas dire à des jeunes qui ont des rêves de vie meilleure, ne partez pas, restez crevés là, nous on est bien en Europe. Je ne peux pas dire ça à un jeune. Je serais honteux de ma part de dire ça. En revanche, je lui dis, ne pars pas dans ces conditions-là. Parce que ce qu'il y a de plus précieux dans l'existence, c'est la vie. Oui. C'est ça qui est le plus précieux. Et là, ton truc, c'est pas... T'as pas une chance sur 2 de t'en sortir. T'as une chance sur 100 de t'en sortir. Ça vaut peut-être pas le coup. Faut peut-être réfléchir autrement. Mais, et Valentin, il a une bonne réponse, il l'a dit en Couleur tropicale. J'aime ce qu'il a dit, et moi je suis assez d'accord avec ça. C'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, en disant que des pouvoirs politiques risquent de vaciller, peut-être de tomber dans les mois ou années à venir. C'est que c'est dans le pays qu'il faut changer les choses. S'il y a un problème pour vivre bien dans son pays, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont incapables. Et ces gens qui sont incapables, souvent s'accrochent. Et bien, il faut les décrocher. Il faut les renverser. Voilà. Automatiquement. Alors, Valentin, les mots de la fin pour aujourd'hui. Pardon? Les mots de la fin pour aujourd'hui. Voilà, s'il faut clôturer, je vais envoyer un message, comme Claudia a dit, à ma jeunesse africaine. Parce que je sais qu'ils dorment avec cet esprit de sortie tous les jours vers l'Eldorado. Je vais leur dire que actuellement vraiment les conditions ne sont pas fiables pour prendre cette route. Elle est vraiment très très risquée. Mais s'il faut faire quelque chose, le combat qu'on a actuellement, c'est de se battre corps et âme pour renverser ces gens qui nous tiennent depuis tout petit. Avant même qu'on naisse, on les a trouvés. Il y a d'autres qui sont là 15 ans, 25 ans, 35 ans, 40, 45 ans. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est-à-dire il faut qu'on se lève, qu'on se dise non, les jeunes aussi peuvent diriger un pays, les jeunes aussi peuvent travailler et investir dans le pays. Et c'est-à-dire que de prendre des routes et venir ici se faire humilier, se faire rabougrir partout où on passe, comme si peut-être l'homme noir, lui, n'existait pas dans la nature. Voilà, c'est le message que je peux passer à la jeunesse africaine. Merci. Voilà, c'était une émission très difficile. Je pense que les parents auront le réflexe d'épargner à leurs enfants de nous regarder, parce que c'était difficile ce qu'on entendait. Alors moi, je retiendrai quelque chose de positif que je peux tirer de tout cela. C'est que quand nous sommes en Afrique, on nous a fait croire que les Antillais sont nos ennemis. Et lorsque nous arrivons à l'aéroport, pour nous contrôler, ceux qui nous reconnaissent le plus, c'est les Antillais, disons les Caribéens. Et lorsque, par exemple, en France, nous prenons le premier train pour arriver à Paris, le premier contrôleur que nous rencontrons dans les RRB, c'est généralement un Guadeloupéen, un Martiniquais. Et lorsque nous allons à la préfecture, la première personne qui nous parle mal, c'est un Antillais. C'est voulu. Mais dans la main, ce sont nos frères. Il y a Intermer l'Afrique et il y a sa diaspora. Il y a une symbolique, je l'ai dit au début de l'émission, c'était volontaire. Il y a eu une fille du Soudan et un enfant de la Guadeloupe. Ensemble, ils ont donné un sacré coup de pied à la fourmilière. Nous devons continuer main dans la main parce que la population africaine, c'est qui? C'est les Africains du continent et sa diaspora. Et dans la diaspora africaine, je pense aux aborigènes, je pense aux Noirs américains, je pense aux Afropéens, je pense à ceux qui sont dans les Caraïbes
et je pense aux Noirs de partout dans le monde. Main dans la main, nous pouvons changer le monde. Il en va de la survie de notre race. Sur ce, je vous dis... Kerwin, je suis désolé de te couper la parole. Je me suis disputé avec un de mes amis antillais qui m'a dit « Regarde Claudie, le combat que tu mènes, et sur des réseaux sociaux, il y a des Africains qui t'insultent. » Parce que lui, il est dans cette mauvaise logique. Et je lui dis « Tu sais quoi? Je pense que c'est la dernière fois qu'on se parle. » Moi, je dis, qu'importe que les gens m'insultent, je sais en tout cas où nous allons. Merci de l'avoir dit comme ça. Et merci à toutes celles et tous ceux qui ont marché le 18 novembre parce que c'était historique. Et là, il y avait autant d'Africains que d'Antillais. Tout le monde était mélangé. J'aurais voulu qu'il y ait aussi des Blancs parce que ce combat-là, c'est pas un combat de Noirs contre Arabes, de Noirs contre Blancs. C'est le combat pour la dignité humaine. C'est ça qu'il fallait. Et donc, moi, j'ai envie de te dire vraiment merci pour cela. Dire merci à toutes celles qui ont manifesté au Canada, qui ont manifesté en Belgique, qui ont manifesté en Suisse, dans les grandes villes de France, qui ont manifesté dans des grandes capitales également en Afrique. Ce qu'on a interdit, il y a eu des capitales où on a interdit aux gens de manifester. Et ils sont revenus, ils ont manifesté quand même. Ça veut dire qu'il y a une génération consciente qui est en mouvement. Et je peux t'assurer que là, rien ne va s'arrêter. Cet épisode-là, il est important. Merci Valentin en tout cas. Et c'est sur cette note d'espoir que nous nous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Yo, petit à petit, Kerwin implique Banakin. Fouta ici, fouta par là, fouta autant, dans les mille qu'on foutait là. Peuple congolais. Yo, qui n'a l'autre zaba colocataire? Oyo ezali colocataire. Qui n'a l'autre zaba colocataire? Oyo ezali colocataire. Qui n'a l'autre komaka colocataire? Oyo ezali colocataire. Qui n'a l'autre zaba colocataire? Oyo ezali colocataire. Donc c'est soutenir. Il faut lutter pour une nouvelle société. Mais pour la lutter, il faut que la arme, il y a vérité, il y a justice. Tontika lokuta, tontika l'hypocrisie. Mboka ezokende na pasi, mboka ezokende na sans position, bagénération na biso mpe ezokende na kokufa sans position, sans solution. Mais nous vivons dans les pays un temps de confusion, d'obscurité, de désespoir. Mais nous savons qu'au plus profond de la nuit, l'aurore pointe déjà à l'horizon. Analyse sur la liste. Bienvenue dans la nuit.